La discussion avec Kadi Adoumdouas, Kadi, l'Iran promet donc des représailles, mais quelle est la capacité Téhéran à riposter? Alors pour faire un premier état des lieux, Magali, c'est difficile d'obtenir des informations de la part des autorités iraniennes, mais les derniers chiffres, les dernières statistiques dont on dispose, en fait, j'ai mené un peu l'enquête et j'ai dégoté ça, les derniers connus il y a 2 ans, ça vient du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, ça fait figure de référence, et ils nous disent donc que les dépenses militaires de l'Iran en 2023, ce sont les derniers chiffres, donc, eh bien, se sont élevés à 110,3 milliards de dollars. Mais attention, ils ne prennent pas en considération les dépenses pour les gardiens de la révolution. À titre de comparaison, pour ce qui est d'Israël, regardez, c'est beaucoup plus élevé, 46 milliards de dollars, c'est 4 fois plus. Ceci étant dit, la capacité de l'Iran à riposter, elle dépend essentiellement en fait de ses missiles balistiques, de ses forces balistiques, de ses missiles balistiques. Vous voyez à la présentation justement d'une nouvelle version d'un missile hypersonique, c'était le Fatah 2. Il avait été présenté au guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, c'était fin 2023. Et nous avons pu donc constater, justement, en regardant le rapport New Balance 2025, qui est une mine d'informations et qui nous dit, vous allez voir, que la force aérospatiale du corps des gardiens de la Révolution possède plus de 100 lanceurs de missiles balistiques à moyenne portée, capables d'envoyer des projectiles d'une portée de plus de 1000 km, c'est-à-dire suffisante pour frapper Israël. Le document précise aussi, regardez, que les missiles balistiques tirés depuis l'Iran peuvent atteindre Israël en seulement 15 minutes. Alors, évidemment, le nombre exact des missiles balistiques à disposition de Téhéran n'est évidemment pas facile à se faire confirmer. En tout cas, les experts nous disent que l'Iran dispose de l'un des plus importants arsenaux de missiles balistiques du Moyen-Orient. Et ça constitue évidemment l'élément central de la puissance de feu de Téhéran, avec la capacité de lancer jusqu'à 200 missiles simultanément, ce qui avait été observé justement à l'automne dernier. Alors le talon d'Achille, en revanche, de Téhéran, c'est l'armée de l'air iranienne. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle dispose donc de 265 avions qui sont aptes au combat, mais la plupart en fait sont des modèles vieillissants qui datent de la guerre froide, fabriqués aux États-Unis et qui nécessiteraient en fait un ravitaillement en vol pour atteindre Israël. Et l'Iran possède moins de 5 avions de ravitaillement. C'est dire la difficulté au niveau du ratio. En tout cas, l'Iran a développé une gamme complète, vous le savez, de drones, y compris des modèles furtifs, des modèles anti-fortification, et qui renforcent évidemment sa capacité à mener des attaques à longue distance, évidemment. Et pour le reste de l'armée ? Alors là, c'est l'un des atouts de l'Iran, cette fois-ci, en incluant l'armée régulière et en incluant le corps des gardiens de la Révolution. On est entre 400 000 et 1 million de membres, selon les estimations. C'est très variable. Et les démonstrations de force de Téhéran, elles sont légion. On a eu un aperçu tout récemment, vous allez voir avec cette vidéo, je vais vous la commenter en même temps, on va envoyer la séquence. Oui. Vous allez voir ces 2 généraux au milieu du dédale de tunnels et qui marchent comme ça fièrement, qui inspectent les missiles et qui marchent sur le drapeau israélien, qui marche sur le drapeau américain. L'armée d'élite iranienne, donc c'est une séquence qui illustre évidemment une mise en scène très soignée sur fond, vous l'avez compris, de tensions à l'époque déjà très très croissantes entre Israël et les États-Unis également. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup, Kadi. Le général Richoux nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Quand on regarde, alors comme le dit Kadi, c'est difficile de savoir exactement quelles sont les capacités de réplique de l'Iran, mais quand on parle de ces 100 lanceurs de missiles balistiques à moyenne portée capables de frapper Israël, est-ce que ce serait de nature à inquiéter l'État hébreu? On a vu ce qu'ils étaient capables de faire, je crois que c'était en avril dernier, lorsqu'ils ont bombardé Israël. Moi j'étais sur le plateau, donc on a bien vu. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, s'il y avait une majorité de drones et non pas de missiles. Et il y a une capacité peut-être de lancer 100 missiles en même temps, mais ce qui est important, ce sont les stocks. C'est-à-dire combien de fois sont-ils capables de refaire cette affaire-là. Ensuite, les missiles, visiblement, ceux qu'on a vus sont des missiles balistiques assez classiques, qui ne sont pas dernier modèle. En revanche, il semblerait que l'Iran se modernise et fait des missiles aujourd'hui beaucoup plus élaborés, beaucoup plus précis. Et ça, c'est un sujet effectivement d'inquiétude pour les Israéliens. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous ont démontré qu'ils sont capables de lancer 300 vecteurs en même temps. Oui. Mais si un missile met quelques minutes pour venir, forcément, souvenez-vous, un drone, ça met 2h30, 3 heures, parce qu'il y a 1000 ou 1500 km. Et donc là, l'aviation a le temps de décoller
décoller. Et les Français avaient participé avec les Britanniques et aidé à détruire les vecteurs. Et puis ensuite, quand tout ça s'est passé, il reste le dôme de fer. Et le dôme de fer, on se rappelle qu'il a eu un taux de succès absolument considérable lors de du dernier bombardement. Et au moment où on se parle, on apprend qu'il y a une alerte en cours en Israël. Les sirènes se sont déclenchées il y a quelques minutes à peine. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Les alertes n'ont pas cessé depuis la nuit dernière. Elles s'arrêtent, elles reprennent. Et là, c'était très limité parce qu'il y avait juste quelques alertes dans le nord d'Israël, à côté du lac de Kinneret. Mais pour l'instant, il n'y avait que ces alertes, mais il n'y avait pas une annonce comme s'il y avait vraiment des missiles ou des roquettes qui sont pénétrés dans l'espace aérien israélien. Magali ? Ce que l'on voit, en tous les cas, depuis cette nuit, c'est en effet une riposte pour le moment qui se limite à une centaine de drones envoyés par l'Iran vers Israël. Pour le moment, qui n'ont fait absolument aucun dégât. Ce qu'il va falloir voir, c'est dans quelle mesure l'Iran a les moyens de monter en puissance, surtout que quand même son armée est complètement décapitée. C'est-à-dire que la riposte, elle dépend aussi de la façon dont le commandement est assuré. Or, on voit bien quand même qu'au-delà d'avoir frappé certaines installations nucléaires, des bases aériennes, c'est quand même l'état-major qui est décapité. Alors, évidemment, le pouvoir iranien dit dès aujourd'hui, ça y est, tout le monde a été remplacé. Il reste que ça a certainement amené à une certaine désorganisation qui explique que la riposte puisse prendre un petit peu de temps. Puis on parle beaucoup de la riposte sur Israël, mais il y a d'autres options pour les Iraniens. Il y a la riposte, évidemment, sur d'abord des ambassades, par exemple, des ambassades israéliennes à l'étranger. Elles sont en état d'alerte, évidemment. Et puis, il y a les fameuses bases américaines aussi dans toute la région. Et on a vu à quel point les Américains étaient sur le qui-vive sur ce sujet, puisqu'ils ont demandé au personnel non essentiel, notamment aux familles des militaires, de revenir aux États-Unis et d'évacuer la zone. Donc, il y a beaucoup de possibilités de riposte iranienne. Après, ça peut prendre aussi quelques jours, aussi le temps que se réorganise cet état-major. Mais ce qu'on avait vu visiblement, selon des estimations américaines, la République islamique a renforcé ses capacités balistiques depuis octobre dernier. Donc, il y a tout ce paramètre aussi à prendre en compte. On ne connaît pas vraiment les capacités iraniennes. Je crois qu'on les connaîtra d'ici 48 heures. Oui, le temps que ça se réorganise comme dit Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas une question uniquement d'organisation. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette opération, elle a visé certes des personnes au sein de l'état-major et au sein des passes d'Aran, mais des personnes qui certes étaient en responsabilité, mais pas tout le monde. Moi, je crois qu'aujourd'hui, s'il y a une phase politique derrière, parce qu'il faut imaginer une phase politique derrière, c'est que bien souvent, on évoque le fait que la succession à ce régime, ce serait via les passes d'Aran. Et donc, il faut trouver dans le régime porté par les passes d'Aran des interlocuteurs qui sont capables de passer le pas. D'accord ? Ce qu'on sait, c'est que ceux qui ont été tués, là, étaient des gens qui étaient idéologiquement, je dirais, très durs. Ils avaient fait la guerre d'Iran et d'Irak, notamment le général en chef, qu'il était très dur vis-à-vis d'Israël et il ne se serait jamais infléchi sur des discussions politiques vis-à-vis d'Israël. Or, ce qu'on a appris aujourd'hui au fil, je dirais, des heures d'analyse, c'est qu'il y a eu des infiltrations et que sans les infiltrations, ce n'est pas possible. Et qu'il y a des infiltrations à l'intérieur même des passes d'Aran. Ce qui veut dire que l'armée iranienne elle-même, aujourd'hui, est en train de se poser des questions de comment elle va gérer le futur. Je crois que c'est ça le plus important. La deuxième chose, c'est qu'on voit que cette opération, et on le sait aujourd'hui, a été menée par 3 entités israéliennes, Tzahal, le renseignement, faire du tactique et du stratégique en même temps, que ça fait au moins, je dirais, plusieurs années en réalité, et pas simplement 8 mois, que cette déstabilisation qui est faite aujourd'hui sur l'Iran, à mon sens, si dans 48 heures, l'Iran n'a pas fait cette fameuse réplique avec ce qui est balistique, c'est soit qu'ils veulent, je dirais, faire des réponses, mais qui soient dégradées et qui ne soient pas massives, soit qu'ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de le faire. Ils sont dans et ça,
Et ça, on le saura qu'à moyen terme. Aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. Est-ce qu'ils sont encore dans la capacité de le faire? Ce qu'on a vu, c'est dans les premières heures après l'attaque israélienne. Il y a eu la sidération. Il y a la sidération. Après, il y a eu quelques drones qui ont été envoyés sur Israël, mais effectivement, c'était inefficace. Les images, on va les regarder avec Baptiste Guéné. Ah, bon, le sujet de Baptiste Guéné, donc on va pouvoir le voir avec ces drones qui sont arrivés sur Israël dans les heures qui ont suivi l'attaque israélienne. Regardez. Venu du ciel, un bruit. Celui des drones faisant route vers Israël. Ces vidéos partagées par les médias iraniens montrent plusieurs d'entre eux au moment où ils survolent l'Irak. À 3h ce matin, les habitants d'Israël ont reçu ce message d'alerte, leur demandant de limiter leurs déplacements et de se tenir près d'un abri, d'une chambre forte. Les habitants ont été réveillés en pleine nuit par les sirènes d'alarme, comme nous le raconte Daniel, qui vit à Jérusalem. On a le réflexe de sortir du lit et d'aller dans la pièce forte. Heureusement pour nous, dans notre petit appartement, nous avons la pièce forte, avec une fenêtre blindée. Pris d'inquiétude, ces habitants de Tel Aviv se sont quant à eux rués dans les magasins pour acheter les produits de première nécessité. Je n'ai pas pu me rendormir. Alors j'ai pensé, faisons des provisions au cas où quelque chose arrive. J'ai pris de l'eau et de la nourriture pour ma famille. Israël se prépare à la réplique de l'Iran. Les checkpoints vers la Cisjordanie sont fermés. Tous les vols à l'aéroport de Tel Aviv annulés. Plus aucun avion ne survole la région. Plusieurs compagnies, dont Air France, ont suspendu immédiatement leur trajet vers l'État hébreu. Le gouvernement israélien a décrété l'état d'urgence et prépare sa population à une crise qui va durer. Une fois de plus, je vous demande de suivre les consignes du front du commandement intérieur. Il est fort possible que vous ayez à rester dans des espaces protégés pendant une période prolongée. Beaucoup plus que ce à quoi nous avons été habitués jusqu'à présent. Sur ces images fournies par plusieurs hôpitaux israéliens, des services entiers sont déménagés, à l'abri, dans des parkings souterrains. Les services médicaux d'urgence se préparent. Les services d'urgence sont actuellement en état d'alerte maximale suite aux attaques israéliennes en Iran. L'armée, de son côté, affirme continuer à intercepter les drones lancés cette nuit et diffuse ces images d'avions de chasse s'apprêtant à décoller. Voilà, Général, vous êtes d'accord, dans les 48 heures, on saura de quoi est capable l'Iran ? Moi, j'en suis un petit peu moins sûr. Alors, oui, c'est possible, mais l'Iran, qui est une puissance millénaire, un petit peu comme la Chine, a le temps, en fait. Hein. Elle peut aussi prendre le temps de la riposte, parce qu'elle est désorganisée, effectivement. Et donc, ça peut arriver quand il le décide. C'est pour pratiquer la surprise stratégique. Donc, s'il riposte dans 48 heures, ça voudra dire, effectivement, le commandement a repris le dessus, etc. Et ils veulent montrer qu'ils ne sont pas désorganisés, donc ils ont besoin politiquement pour le monde arabe, pour leur population, de montrer effectivement qu'ils sont capables de faire quelque chose dans la foulée. Soit, comme ils l'ont déjà fait, ils vont prendre leur temps tranquillement. Ils ont des modes d'action absolument protéiformes. Hein. Ils peuvent activer leur proxy. Ils peuvent désorganiser le trafic de pétrole dans le détroit d'Ormuz, par exemple, qui sont des spécialistes mondiaux pour l'avoir fait des dizaines de fois. Il y a des tas de champs dans lesquels ils peuvent agir. Donc c'est possible, mais ça n'est pas certain. Oui, c'est ça, à voir. Et les pays arabes, alors ? Ils vont agir, vous pensez C'est une bonne question, parce que d'abord, on a vu, en tout cas, c'était des sources jordaniennes qui ont dit que eux-mêmes, ils ont abattu, ils ont intercepté des drones iraniens. Et donc, déjà, on a cette comment dire, opposition arabe, si on veut, à une frappe iranienne vers Israël, parce que les Jordaniens ne veulent pas être mêlés de ça, ils ne veulent pas qu'il y aura des batailles aériennes chez eux.
Et après, côté déclaration, c'est beaucoup plus facile. Donc, il y avait des déclarations de la part de l'Arabie Saoudite, de la part de Qatar, d'autres pays qui ont condamné Israël, tout comme la Russie. Et donc, les déclarations, je crois, c'est quelque chose de facile à faire. Mais ça coûte rien du tout. Après, derrière, on peut se demander si Israël était coordonné avec les Américains. Il est fort possible qu'il y avait à un certain moment aussi une sorte de discussion indirecte avec les Saoudiens, avec d'autres pays, juste pour laisser faire Israël. On partira à Washington tout à l'heure pour savoir ce qu'il en est. Tout le monde est sur le qui-vive. On sent là, tout le monde appelle à la désescalade. Il y a quand même un haut risque là. Et le téléphone sonne beaucoup chez Benyamin Netanyahou aussi, parce que là, on a quelques informations de ce qui se passe justement côté État hébreu. Et Benyamin Netanyahou a eu au téléphone Emmanuel Macron, ça y est, a eu au téléphone Frédéric Merz, le chancelier allemand, l'Indien Modi, et Netanyahou devrait s'entretenir dans les heures qui viennent avec Donald Trump. Eh ben oui. Évidemment, c'est le coup de téléphone aussi que l'on attend. Donc oui, il y a une intense activité aussi diplomatique en coulisses, avec des appels notamment de la France, de toutes les capitales européennes, également à cette désescalade. On part à Tel Aviv, rejoindre notre correspondante Bethsabée Salem. Bethsabée, racontez-nous l'état d'esprit. Est-ce qu'Israël a confiance en ses capacités de défense ? Écoutez, on peut dire que la défense israélienne a fait ses preuves. On l'a vu notamment lors de l'attaque de missiles iraniens en octobre dernier, en octobre 2024. Il faut souligner aussi qu'Israël peut compter sur le soutien de plusieurs pays alliés, notamment des États-Unis, qui pourraient tout à fait intercepter des missiles et des drones en cas d'attaque. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs défis. D'abord, c'est possible qu'une attaque de l'Iran soit soutenue par des milices iraniennes au Yémen, par exemple, ou en Irak. Et si l'attaque est menée sur plusieurs fronts, bien sûr, ça représente un défi logistique plus conséquent. Il faut parler aussi des drones. Les drones, c'est un défi en termes de défense, puisque contrairement aux missiles, à partir du moment où ils sont tirés, ils peuvent encore changer de trajectoire en cours de chemin. Et donc c'est un défi pour les avions de chasse qui tentent de les intercepter. D'ailleurs, on a vu par le passé que la défense israélienne n'était pas hermétique, justement à cause de ces drones. Et cela vaut encore plus s'il y a beaucoup de drones qui sont tirés ensemble. Ensuite, la défense israélienne, elle s'appuie aussi sur la défense civile, et ça c'est très important, sur la défense civile, c'est-à-dire sur la discipline en fait des Israéliens qui ont l'habitude des sirènes, des missiles, qui savent quels sont les réflexes à avoir, qui savent où se trouvent les abris, et bien sûr l'armée se repose aussi finalement en quelque sorte sur cette défense civile qui est très importante elle aussi. Merci Bethsabée. Général, effectivement. L'Israël a une grosse capacité de défense. Pour le moment, elle a... Alors, on ne peut pas dire qu'elle n'a rien à craindre, mais elle est bien défendue. Non, elle est bien défendue, mais on voit bien que quand il y a des phénomènes de saturation, il est très complexe d'arrêter 100% des vecteurs. Et donc, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand on tire un drone, par exemple, un drone, ça va à 185 km/h, un Shahed. Alors, peut-être les derniers modèles, ils vont un peu plus de 200, je ne sais pas, mais c'est 50 kg d'explosifs. Donc ça ne détruit pas un immeuble, ça peut tuer quelqu'un, mais ça ne fera pas des gros dégâts. Le changement, c'est si il pouvait tirer des missiles avec 500, une tonne d'explosifs qui vont à 800 km et qui tombent sur un immeuble. Là, ça ferait des très gros dégâts. Tant que la majorité des vecteurs sont des drones, c'est arrêtable. Ils ont montré en avril une très grosse compétence pour arrêter la plupart de ça. Mais si la guerre s'établit dans la durée, et ils ont montré avec les Russes qu'ils sont capables de fabriquer des centaines de drones, ils sont capables d'en construire et puis d'en envoyer tous les jours, eh bien, la question se posera quand même de l'épuisement, parce que ça coûte très cher. Hein. Ils ont le dôme de fer, c'est 4 couches aériennes avec des dizaines de vecteurs, ça coûte une fortune, et donc chaque fois qu'ils abattent quelque chose, eh bien, ça coûte au budget israélien, et la guerre lui coûte très cher, de plus en plus cher.